Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de cette production quotidienne Espace Miné, 10h, 11h52. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. De toutes les façons, vos rubriques sont restées intactes. Comme d'habitude, la très étincelante Claudia sera des vôtres tout à l'heure pour une balade au niveau des kiosques au Cameroun. Nous aurons également la dénonciation comme d'habitude, une dénonciation ce matin très importante. Je vous suggère tout humblement de rester à l'écoute pour avoir cette dénonciation de ce mercredi. Et comme nous sommes justement mercredi, il s'agit de mercredi diaspora. Ce matin, la problématique qui nous intéresse est celle de savoir quelles sont les relations que l'État du Cameroun entretient avec sa diaspora. Les relations que l'État du Cameroun entretient avec sa diaspora sont-elles bonnes ou alors conflictuelles? Le problème est posé sur cette table des débats ce jour pour en parler de manière efficace, probablement également de manière pertinente. De toutes les façons, au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. Qu'on le veuille ou pas, c'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait. Bonjour à nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Je vais profiter de l'occasion ici, il ne faut pas que j'oublie comme la dernière fois. Je vais saluer un téléspectateur de ce média, un téléspectateur fidèle du côté d'Izeka. La dernière fois, j'ai carrément, quelque peu commis un crime de lèse-majesté, j'ai fait une promesse et je ne l'ai pas salué. Je me disais de vous saluer et de lui passer de même un bonjour à l'antenne. C'est monsieur Moulongue Mbok d'Ezeka. Je profite de l'occasion de même pour saluer madame Aurélie Kengneux, fidèle téléspectatrice aussi de ce programme. Alors à vous les millions de téléspectateurs de ce média, c'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce programme. Je salue de même tous les magiciens de l'ombre et tout le top management de ce média. Merci Alain Douk d'être à nouveau là ce matin. On salue également toutes ces populations qui nous reçoivent 5 sur 5 en l'intérieur du pays, que vous soyez de la Damawa, du nord, de l'extrême nord, que vous soyez du sud-ouest, du nord-ouest, de l'ouest, que vous soyez du sud, du centre et de l'est, que vous soyez du littoral. De toutes les façons, vous avez le bonjour de votre programme Espace Miné. Et comment ne pas également saluer tous ces autres Camerounais et Africains qui sont connectés tous les matins du côté de la Côte d'Ivoire, du côté du Mali, du côté du Rwanda, du côté du Gabon, du côté de la Guinée équatoriale, du côté des deux Congo. Et que dire de ces Camerounais qui sont aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en France, aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis, et que sais-je encore, ces Camerounais de la Russie. Nous vous disons tout simplement bonjour, sans oublier tous ces Camerounais de la Grèce. De toutes les façons, si vous êtes un téléspectateur d'Info TV, sentez-vous privilégié. Et nous accueillons notre consultant. Il s'agit de Pierre Blériot Niemek, il reste le fils de Boumiebel, descendant de Omiobe, alias Castou. Pierre Blériot Niemek, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, merci de m'accueillir sur votre panel ce matin. Je me suis rendu compte que par endroits, Yaoundé fait la sorcellerie, il pleut à certains endroits. Ouais. Il ne pleut pas à d'autres. Pour rentrer dans mon véhicule, je me suis mouillé. Tout à fait. Il pleuvait abondamment. Quand j'arrive du côté de Foulane, je trouve le quartier relativement sec. Vous voyez que même le climat est devenu bizarre. Il n'est plus d'accord avec tous les Camerounais. Maintenant, à chacun son climat. Donc, les gens de Dja ont leur climat, les gens de Foulane ont leur climat. En fait, la nature nous exprime un certain nombre de choses. Ah bon? Oui. Vous pensez que ce n'est pas des faits anodins? Ce n'est pas des faits anodins parce qu'un jour, j'étais encore très jeune. Et mon grand-père m'a montré un chien qui était en train de poursuivre et de lécher le postérieur, l'anus d'un autre chien. J'étais très jeune. Il m'a dit, ça c'est mauvais. Je n'avais pas compris. C'est mauvais signe. Ouais. Et aujourd'hui, je comprends. C'est-à-dire que les animaux nous révélaient déjà ce que les hommes voulaient faire. De très tordu. Un chien, normalement, recherche les chiennes. Tout à fait. Vous avez aussi dû constater, comme tout le monde, que plus jeunes, les chats cachaient leurs excréments. Ouais. Aujourd'hui, vous voyez les excréments des chats.
C'était très difficile de les voir. Oui, mais quand on disait que quelqu'un quelqu'un allait même le faire, il se cachait. On disait que quelqu'un est discret comme les excréments du chat. Aujourd'hui, le chat pose ses excréments sur la table. Cela doit nous dire quelque chose, que les excréments sont déjà dans les plats de certains. Les choses qui ne devaient pas se voir, qui ne devaient pas s'entendre, qui ne devaient pas se faire, se font déjà aux yeux et à la barbe de tous. Aujourd'hui, vous avez plein de parents qui vont avec leurs enfants, filles comme garçons. C'est-à-dire un père va soit avec les filles, soit avec les garçons, il va avec tout le monde. Et donc, nous sommes en pleine dégénérescence. Merci Pierre Blériot, c'est dommage. Vous allez garder le microphone, je vous le suggère d'ailleurs vivement, pour la sagesse de ce matin. Changer de classe sociale dépend des circonstances extérieures. Changer de caractère dépend de son fort intérieur. Est-ce qu'on peut reprendre? Changer de classe sociale dépend des circonstances extérieures. Changer de caractère dépend de son fort intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, pour être riche ou pauvre, cela dépend des aléas de l'extérieur. Mais pour être une meilleure personne, c'est votre intérieur qui vous le commande. Ça, vous voyez des gens qui sont devenus riches et sont demeurés sots. S-O-T-S. Ils sont demeurés sots. Parce qu'on a cru que dès qu'on avait changé de classe sociale, on avait aussi acquis de nouveaux caractères qui nous mettent à la hauteur. Parce que vous savez, pourquoi on le dit, les classes sociales avant en Europe exprimaient également la hauteur morale de ceux qui y appartenaient. La plèbe, c'était les gens d'en bas en bas, avec des comportements villageois. Et les gens de l'élite avaient un comportement raffiné. Aujourd'hui, les gens s'élèvent matériellement, mais la rue demeure en eux. De sorte que quand on les amène au palais, c'est comme des clowns qu'on avait habillés en habit de roi. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. De toutes les façons, dites-le aux autres que ça a déjà commencé. 10h, 11h52, espace miné. Qui dit mieux? Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, Papa ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous retrouvent ce mercredi. C'est un plaisir. Comment tu vas ce matin? Très bien. Et vous-même? Ah ben, ça va toujours bien chez moi. Tu n'as pas l'impression? Si. Ça va très bien. J'ai passé une agréable nuit. C'était bien. Donc, félicitations à ma voisine de lit. Donc, ça va très bien. Super. Je me suis levé, j'ai mangé... parce que comme je suis dans un petit régime, on m'a fait de la salade avec des avocats. On a mis un peu de carottes. C'était bien. C'était bien. Et même garder une petite portion, ça ne vous a pas traversé l'esprit? Je ne savais pas comment manger aussi des choses. C'est toi qui devrais nous faire des choses comme ça. C'est pas lui qui doit te garder les choses. Je comprends, c'est le monde à l'envers. C'est toi qui dois retenir ce qu'il a dit là. Tu le fais souvent, tu viens donner. Voilà, le message est passé, Claudia. Oui, le message est passé, j'ai compris. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait, ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures avec le quotidien Info Matin. Dieudonné nous propose deux actualités. Tout d'abord, en grande tribune, on parle de rapport d'activité, état financier, un nouveau délai aux ONG et associations jusqu'au 31 mars, initialement prévu au 30 janvier 2025, la date de dépôt prorogée dans un communiqué ce 25 février, était accordé aux promoteurs à titre exceptionnel par le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandine. La page 2 et 3 nous renseigne davantage. Au bas une de ce journal, Dieudonné nous amène du côté de Douala. On apprend que Elim Bilombe échappe à une agression, n'ayant pas pu trouver l'homme ce 25 février dans ses bureaux. Assis au quartier Makepe, des hommes non identifiés ont menacé son épouse, non sans jurer de mettre la main sur lui et de verser du sang. La page 4 donne tous les détails sur cette actualité. Voici le témoin informé juste, informé vrai. Ici, on parle de recrutement au sein des universités d'État. Le professeur Famdongo, non responsable de l'échec des candidats, apprend-on. Cette actualité est également à retrouver au bas une du quotidien. Le messager recrutement des docteurs PSD. Famdongo en démineur les éclaircissements du Minétat Minisup face au manque
manque d'opportunités professionnelles des recalés. Ce tabloïd fait de la présidentielle 2025 sa grande une. Ici, l'on s'interroge que vaut l'appel des cacaoculteurs. Dans une correspondance adressée au ministre du Commerce, les producteurs de la manioc dans le sud-ouest promettent de soutenir la candidature du RDPC en octobre prochain. Allait-on de côté cette actualité concernant donc la présidence pour s'intéresser au sport? J'y arrive. Le jour parle de l'affaire Eric Parfait-Diomeni. Ce qui se passe à Victoria United, une plainte du joueur pour torture contre le président Valentine Coin. La réaction du Sinafoc est donc à lire dans ce journal précisément en page 9. Une nouvelle carte nationale d'identité, on en parle avec Mutation. Georges-Alain Boyomo nous montre la ruée vers le sésame. Le reportage à Yaoundé-Douala et Bafoussam est à retrouver en page 5 de ce journal. Voici la nouvelle expression ce mercredi: tribalisme et régionalisme. La prophétie de Oumniobé dans une lettre adressée au premier ministre du Cameroun, André Maribida, en 1957, le leader nationaliste attirait déjà l'attention sur ces mots qui minent ou encore qui menacent de ruiner pour longtemps l'avenir du Cameroun. La page 6 et 7 nous renseignent davantage en éducation. Les busnets du bac tchadien se déportent en RCA. Guiba Gatama donne toutes les informations de la page 8 à 9 ce matin. Route et insalubrité à Yaoundé, on en parle avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. Le Premier ministre remet la pression. Marie-Claire Nana revient justement sur cette rencontre: accroissement des ressources financières, renforcement des actions sur le terrain et synergie dans les interventions des acteurs sont quelques propositions formulées hier au cours d'une concertation présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Bouté. Ce dernier a instruit la mise sur pied d'un groupe de travail pour proposer dans 2 semaines ou plus tard des solutions pérennes à ces problèmes persistants. En clôture avec l'économie quotidienne, ce matin Thierry Couty parle des dettes aux partenaires, risque de retard sur les remboursements en 2025. Selon une récente analyse de l'agence de notation américaine Moody's, le Cameroun pourrait donc enregistrer de nouveaux arriérés de paiement au cours de cette année. Les raisons sont à retrouver en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin par Faïssi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque ce matin. Oui. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de mercredi. Bonne journée à vous également et surtout bonne suite d'émission. Claudia, je t'ai dit la dernière fois, mets toujours le Seigneur au centre de toute ta vie. D'accord. On arriverons. Vous avez été prêtre ou pasteur quelque part, franchement? Non, pas du tout. Il ne faut pas faire dans l'usurpation. Mais je mets toujours Dieu au centre de ma vie. Parce que sans lui, ce sera compliqué. Mais ça sera cool quand même de vous voir porter une soutane quand même. Je peux exceller également dans ce domaine. Quand le journalisme m'aura dépassé. Il n'y aura que des filles à l'église, hein? Comment ça? Il n'y aura que des filles à l'église. Claudia, je préfère te dire au revoir. Elles seront habillées particulièrement avec des t-shirts mouillés. Ah bon? Oui. Claudia, demain 10h. À demain 10h, parfait ici. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Merci beaucoup. Accueillons également rapidement cet autre frère et ami qui nous a retrouvés sur ce plateau. Il s'agit d'Eric Achinkor. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à ce panel très riche. Niemek disait quelque chose tout à l'heure, la ville de Yaoundé, le climat a changé. Ouais. Chez Il moi, disait que c'est pas anodin. Ah oui, certainement, mais moi je me suis rendu compte très tôt le matin, sur le coup de 8 heures, il a commencé à pleuvoir abondamment du côté d'Odja. Ça veut dire que pour sortir, C'était compliqué. c'était très très compliqué. Il a fallu appeler tout un chauffeur. Vraiment, je suis arrivé à Info TV comme un roi. Il y a des gens qui ont envoyé un véhicule venir me chercher. Formidable. Et c'est pour ça que je dis souvent que nous qui sommes nés au village, grandis au village et arrivés en ville par accident, on parvient toujours à se faire des amis et parents qui nous sauvent dans des situations comme celle-ci.
Merci Eric Achelko. Eric Achelko est analyste socio-politique. Chers téléspectateurs, nous avons également ce communiqué qui nous vient de la BISEC. C'est une banque. Alerte à notre clientèle. Il a été porté à notre attention que des SMS frauduleux circulent sous le nom de la BISEC et d'autres marques respectées. Ces annonces demandent de régler des frais d'expédition. Nous tenons à informer notre aimable clientèle que la BISEC n'est en aucun cas liée à ces activités et ne propose pas de tels services. Soyez vigilants et ne fournissez aucune information personnelle ou financière en réponse à ces sollicitations. Pour toute information ou clarification, contactez-nous uniquement via nos canaux officiels. Téléphone 233 43 60 00. Je reprends, téléphone 233 43 60 00. Email bisec@bisec.com. Site internet www.bisec.com. En agence. Votre sécurité est notre priorité. Ensemble, restons prudents face à ces tentatives de fraude et de ces dons signés. La direction générale. Je vous l'ai dit en ouverture, la dénonciation de ce matin est d'une importance capitale. Et je vais passer la parole à Pierre Blériot, justement, pour cet exercice. Alors, parfait, ici, quand on dénonce, il faut exactement dire ce qu'on dénonce. Parce que dans un récit, et je l'ai constaté, par exemple, au niveau des internautes, vous dénoncez une chose, et on poste un milieu de votre propos, les autres, quelques internautes, pensent que vous avez dénoncé autre chose que ce que vous avez dénoncé. Aujourd'hui, je voudrais dénoncer l'intolérance vis-à-vis des acteurs médiatiques. Il se vit un moment crucial chez nous. Lorsque vous prenez votre temps de venir présenter des émissions, les panélistes prennent leur temps de venir intervenir. Désormais, il est devenu dangereux simplement d'être présenté sur les plateaux de télévision, de prendre des positions qui peuvent être controversées, qui peuvent contrarier. Mais on n'était pas encore habitué à ce niveau de violence auquel on est en train d'assister progressivement. Du fait d'une prise de position, vous pouvez être menacé de mort. Ouais. Vous pouvez même être attaqué. Des membres de votre famille peuvent être attaqués. Avant d'entrer dans la dénonciation, je vais vous dire, vous savez, j'avais raconté ici que j'avais été victime d'une agression sauvage et l'une de mes épouses avait à l'occasion été violée. Oui. Vous savez ce qu'un monsieur m'a dit sur les réseaux sociaux? Non. Que c'était votre épouse la première fois. La deuxième fois, ce sera vous qui serez violé. Ah bon? Oui. Alors, parfait, quand vous recevez ce genre de message, c'est vous qu'on va violer la prochaine fois, après avoir violé. Bon, chacun est fait du bois dont il est fait. Et le cas qui m'interpelle aujourd'hui, ou qui nous interpelle aujourd'hui, c'est le cas de M. Elie Bilobe. Un panéliste que vous connaissez. Tout à fait. Un tribun, un homme politique, un leader d'opinion, qui a pris sur lui de faire un certain nombre de déclarations sur notre plateau. Chacun a réagi à sa manière. Vous, le modérateur, vous l'avez recadré. Moi, votre consultant, je me suis désolidarisé de ce propos-là. Mais est-ce que cela autorise les gens à organiser des vendettas visant à aller faire du mal, soit à M. Elie Bilobe, soit aux membres de sa famille? Est-ce que nous voulons vraiment que cette affaire prenne cette orientation-là? Les Ivoiriens disent, le palabre qui est là, tu sais quand ça commence, tu ne sais pas quand ça finit. Donc, le propos de Elie Bilobe, que moi je regrette, je l'avais dit, visait à traiter le nationaliste, le héros nationaliste Ernest Ouandi de bandit. Mais je voulais qu'on nous mette une vidéo. Vous comprenez? Pour que les gens se remémorent. L'une des premières personnes à avoir utilisé ce terme. Et qu'on voit s'il y avait eu la même levée de bouclier
Parce que je ne vais pas faire des analyses avant les analyses. Tout à fait. Il est question pour nous tous de faire attention aux orientations que nous donnons à ce que nous entendons ou voyons. Très bien. Je ne sais pas si la régie a pu caler la vidéo. J'aimerais qu'on nous la mette et qu'on la suive posément. Ceux qui ont suivi les propos de Limbi Loubé, qu'ils suivent aussi ses autres propos et qu'on revienne pour commenter et essayer d'apprécier. Alors, le temps pour que la régie essaie justement de nous mettre cette vidéo en place, nous allons justement le redire ce matin. Limbi Loubé a donc échappé à une agression. C'était hier à Douala, sa ville natale. Sa femme, elle, a été agressée, l'épouse d'Limbi Loubé. Les informations nous sont parvenues depuis hier. Et ce matin, nous avons voulu effectivement mettre sur la place publique cette dénonciation. Et comme Blériot l'a dit tout à l'heure, avant de passer aux commentaires et autres analyses et probablement autres prises de position, nous voulons d'abord mettre une vidéo qui date de 2020, 5 ans plus tard, pour que nous revenions donc justement sur ce plateau pour essayer d'établir un parallèle, pour essayer de comprendre. Si notre réalisateur ou notre réalisation est prête, nous allons donc suivre cette vidéo. Et comme Blériot l'a dit tout à l'heure, on suivra cette vidéo avec grande attention. La vidéo. Je pense que le poste est là. Non, je peux dire, il faut, laissez-moi une minute pour dire ça. Allez-y. Hein. Les gens sont très en colère chez moi que j'ai dit que Ernest Ouandié, Ernest Ouandié a été exécuté le 15 janvier. Donc le 15 janvier, je sais que beaucoup de gens vont le célébrer et tout ça. Par provocation, j'ai dit, quand vous insultez notre champion, à nous, le président Paul Biya, nous, on ne vous dit rien. Voici aussi votre champion que vous êtes en train de soutenir. Voici ce que nous pensions de lui. Ernest Ouandié, en 1970, j'étais un petit garçon. Quand il a été arrêté, le bruit a couru dans le pays bamileke que le chef bandit, le chef des maquisards a été arrêté. Voilà ce que j'ai dit. Et je leur ai dit que voici ce qu'on avait dit. J'ai entendu. Que c'était pas moi. C'est pas moi. Voici ce que j'ai dit. C'est ce qu'on. Maintenant, vous dites que c'est un héros. Voilà ce qu'on disait de Ernest Ouandié. Et j'ai fait dans ce poste-là que voilà comment. Alors, ils sont trop énervés que Momo a sali l'image de. Mais quand même, il faut être sérieux. La question fondamentale, c'est qu'il faut interroger cette période qui a divisé l'Ouest et qui aujourd'hui a des impacts sur notre vivre ensemble. Si Ernest Ouandié est le héros, comme il y a un décret de pacification de la République pris par le chef de l'État Paul Biya pour maintenir la paix, pour faire de lui le héros national. Ceux qui ont tué mon père, le chef Bafou, le chef Ngouajo, le 22 septembre 1959, et qui se réclament de Ernest Ouandié, qui se réclament comme étant ses partisans. Si Ernest Ouandié est un héros, c'est que ceux qui ont tué le chef Bafou sont aussi des héros. Alors, mon chef est alors quoi? Puisque à cette époque, l'Ouest a basculé dans le maquis. Mais Bafou, mon village, avec mon chef, mon roi, nous ne sommes pas allés dans le maquis. On a donc tué mon chef en disant qu'il est un fingon, qu'il est un traître, qu'il est traître à la cause du peuple. Le peuple dont il parle encore aujourd'hui. Ce n'est pas le peuple camerounais. C'est le peuple. Donc on a tué mon chef. Parce qu'il a refusé de faire la guerre. On est allé à la chefferie et on l'a éventré. On l'a tué. Oh. D'accord? Et ce sont les chefs, les chefs voisins qui se sont réunis pour dire que allons punir l'autre chef. Et j'ai donc posé la question dans mon poste. En quoi est-il différent de Phil Marshall qui tue les gens dans le nord-ouest et le sud-ouest? En quoi sont-ils différents? Moi, j'abrite
chez moi, les gens qui sont venus du nord-ouest et du sud-ouest, ils ont fui de chez eux. Comme hier, nous aussi, nous avons fui notre village parce que le maquis était là. Ma mère avait fui avec mon père pour me cacher à Tchang. Parce que les autres fuyaient pour dormir en forêt. Nous, on est partis pour dormir chez maman Jeanne, là-bas au marché B, à Tchang. C'est là où nous sommes restés jusqu'à ce que le maquis ait fini, avant qu'on nous a ramenés au village. Nous étions les déplacés de guerre. Je pose donc la question. Vous qui sacralisez Wanje, c'était votre héros. Mais nous, on n'était pas dans votre affaire. Tout le peuple bamileke n'était pas des maquisards. Comme ça se passe aujourd'hui. Et il ne faut pas croire, oui, comme ça se passe aujourd'hui dans le Nord. Les gens font croire que les bamileke sont des maquisards et que les bamileke sont toujours des opposants. Les bamileke n'ont pas toujours été des opposants. Il y avait M. Wandier, il y avait les Momopol, il y avait les Singa Martin, il y avait les Fotso qui étaient des chefs. Et moi, je dis, nous qui étions, Tchang était le chef de région de l'Ouest. Les Abekinge qui sont entrés dans la rébellion, les gens de Tchang qui ont tué mon chef et qui sont entrés dans la rébellion, Tchang a gagné quoi? Nous avons perdu la capitale régionale. On a pris la capitale régionale pour amener à Bafoussam. Bafoussam était un petit bled comme ça. Aujourd'hui, Bafoussam est tellement vaste. Si Tchang était resté la capitale régionale, Tchang, Fongondeng serait dans la ville. Fongo Togon serait dans la ville de Tchang. Fondonera serait dans la ville de Tchang. Sanchu, Fokwe, Bamendou, Penkam serait dans la ville de Tchang. La ville de Tchang serait étendue. Le goudron serait partout là-bas. Donc nous avons perdu. On a mal interprété votre poste. Non, bon, vous savez, moi, j'ai la responsabilité de ce que je dis. Les autres ont la responsabilité de ce qu'ils entendent. Ils veulent entendre autrement. Même s'ils entendent bien ce que je dis, ils vont transformer ça pour me faire mal voir. Ils ne m'aiment pas. Il y a ceux qui m'aiment. Heureusement, ils sont très nombreux. Sinon, moi, j'aurais déjà fermé ma bouche. Mais parce que je vois qu'il y a ceux qui comprennent mon discours. Dans le pays bamileke, à Tchang, les gens ont compris mon discours. Je suis allé faire ce discours-là à Tchang. J'ai dit, vous avez perdu la capitale. Et vous avez tout perdu. Aujourd'hui, vous pleurez qu'on n'a pas goudronné Fongondeng. Vous pleurez qu'il n'y a pas la route bitumée à Fondonera, à Fongo-Tongo. Alors que c'est vous, il faut qu'on perce l'abcès. Il faut percer l'abcès, enlever le pu avant de soigner la blessure. Il faut reconnaître que nous avons péché. Bon retour sur ce plateau. Nous avons tenu, très chers téléspectateurs, à vous faire parvenir cet extrait du ministre Jean de Dieu Momo, qui est justement ressortissant natif de l'ouest du Cameroun. C'est un entretien qu'il avait accordé à Info TV en 2020. Donc l'entretien date de 2020. 5 ans plus tard, le problème ressurgit au niveau de la place publique. Je vais donc d'abord passer la parole à ces invités qui nous accompagnent. Eric Achenkor, vous êtes analyste sociopolitique. Après avoir suivi le ministre Jean de Dieu Momo et après avoir également vu ce que Abel Elimbi Loubé est en train de subir en ce moment, votre réaction à chaud? Oui, ma réaction à chaud est tout simplement d'abord de saluer le ministre Jean de Dieu Momo qui, à mon avis, je le suis au quotidien, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est suffisamment vrai et il exprime les choses telles qu'elles sont. Donc, il a connu une partie de cette histoire et il l'a révélé. Les gens en ce moment s'étaient certainement pris à lui, s'étaient levé contre ce qu'il avait dit, et ça d'ailleurs il le dit si bien dans la vidéo, mais cela ne l'a pas ébranlé. Il est resté ferme, serein dans sa position et dans sa manière de voir. C'est un vécu et il exprime. Quitte aux autres, n'est-ce pas, d'en faire ce qu'ils veulent. Maintenant, nous avons de l'autre côté Elimbi Loubé. En réalité, Elimbi Loubé est quelque peu aussi victime, n'est-ce pas, de ses positions vis-à-vis
n'est-ce pas, de ceux-là qui pensent que son combat pour le bien-être des autochtones est un combat qui semble mettre le vivre ensemble en péril. Et ces combats sont, à mon avis, légitimes. Il faut bien qu'il y ait des gens qui se lèvent pour dire que non, les minorités, il faut les protéger. Et ça, il faut protéger les minorités, qu'on le veuille ou pas. Donc, du coup, on se retrouve dans une situation où on fait un poids, deux mesures. Parce que le même acharnement, c'est vrai qu'à l'endroit du ministre Momo, les gens s'étaient véritablement acharnés. Mais ces mêmes gens ne sont pas allés jusqu'à ce niveau parce que menacer la vie d'un individu, essayer de faire ce qu'ils ont fait, parce que c'est la preuve. Déjà que je lisais quelque part qu'il y a un Camerounais, président d'un parti d'opposition, qui a dit qu'il devait effectivement porter plainte. Ça, je ne sais pas sur quelle base. Les gens sont libres d'exprimer leur ressenti. En termes de maquis, en termes de lutte contre les colons et pour les indépendances, l'on a toujours tendance à nous faire croire que c'est exclusivement les Bassa et les Bamileke qui étaient dans le maquis. Nous connaissons des gens du sud et même du centre qui se sont battus. Et ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Qui ont également été assassinés. Qui ont été assassinés, mais les gens sont dans une perspective. On connaît les Ongba Bisogo au niveau du centre. Ils sont nombreux. Les gens veulent un peu bâtir, construire l'histoire à leur manière, tout en négligeant, n'est-ce pas, l'apport des autres. Donc, en réalité, la posture de Limbi Lobe est une posture comme tant d'autres, même si forcément nous ne partageons pas les mêmes convictions et les mêmes opinions que lui, mais on est dans un état démocratique où les gens sont libres de s'exprimer, encore que le vécu n'est pas le même. Vous pouvez penser qu'un parent c'est un modèle. Et généralement, ça se passe même dans nos familles. Hein. Vous pouvez voir l'enfant qui se dit « ma mère est un modèle, ma mère, l'enfant n'a que sa mère ». Or, le père ne voit pas cette image angélique de la mère. Hein. Donc, pour vous, votre mère est un modèle. Peut-être qu'elle est un monstre pour votre père. Alors qu'elle est un monstre pour votre père. Donc, il faut faire très attention et rester méticuleux. Il faut saluer le combat de Limbi Lobe en tout cas. Merci Eric Achel Onka. Alain Douk, nous avons un problème essentiel qui a été soulevé. Ce sont les mots d'Abel Elimbi Lobe. Abel Elimbi Lobe a dit que Wanje était un bandit. Et il avait dit pourquoi il a fait savoir. Nous avons suivi le ministre Momo tout à l'heure qui reprend les mêmes mots que Wanje était un bandit. Ça c'est en 2020. Et il cite les exactions qui ont été enregistrées dans cette partie du monde venant de Ernest Wanje ou de ses partisans. Votre réaction à chaud? Déjà, je veux dire ceci. Je ne sais exactement pas pour qui roule Abel Elimbi Lobe. Ce que je vais dire n'engage que moi. Déjà sur les réseaux sociaux, après l'agression ou la prétendue agression de sa femme, il a fait un post, je ne sais pas si exactement le compte en question c'est le sien, mais où il invite déjà les Sawa à sortir pour prendre sa défense, prendre la défense de sa femme par rapport à l'acte d'agression. Je ne veux pas qu'on tombe dans les exacerbations de la violence. Mais pourquoi sur la sortie de M. Elimbi Lobe, j'ai tenu à avoir une position équilibriste et pondérée. Moi, je suis quelqu'un, il faut connaître le background des gens, foncièrement attaché à la vérité et ce que je juge être le concept de la liberté. J'ai payé justement le prix pour ça. Je sors, pour ceux, les gens ne me connaissent que pour ceux qu'ils voient à Info TV, mais pour ceux qui me connaissent, ils savent que je sors d'un système politico-religieux où il y a toute une ingénierie administrative qui est mise en place pour qu'on ne parle pas, on ne tienne pas un discours autre que ce qui est la doxa. Mais j'ai triomphé de cela, j'ai dit non, je ne peux pas voir ce qui est blanc et vous me demandez de l'appeler noir. J'ai renoncé à tout
J'ai renoncé à une carrière, j'ai renoncé à tout et j'ai été oppressé. Et jusqu'au niveau où on ne peut pas imaginer. Donc même sur le plan occulte. Mais j'ai dit non, je tiens à ma liberté et je vais parler. Alors j'ai demandé qu'on laisse les gens libres de dire ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que je pourrais être offusqué de ce que Blériot dit. Je pourrais trouver que c'est totalement inepte. Mais je me battrai quand même pour que Blériot ait le droit de dire cette ineptie. Et que je l'écoute. Voilà mon concept de la liberté. Peut-être que la liberté, et je citais Orwell à ce sujet, c'est peut-être laisser le droit aux gens de nous dire ce que nous ne voulons pas entendre. Voilà en ce sens comment je peux défendre M. Élie Bilobé. Maintenant, je ne sais pas exactement quel est l'arrière-plan du combat qu'il mène, etc., etc. Mais je voudrais qu'on arrête dans l'exacerbation de l'intolérance dans ce pays. On devient foncièrement intolérant et ça me dérange. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on devrait développer une culture discursive, même pour les choses qui nous choquent. On devrait être à même, lorsqu'on dit qu'on est intellectuel, d'écouter tout et d'être pondéré. C'est ça ma formation. Très bien. Donc si les Camerounais ne peuvent pas être ici, au point où même moi, sur ma sortie sur le sujet, je me suis déjà fait agresser. On me dit que je ne serais pas de la cuvée de ceux qui défendent nos héros, comme si nos héros étaient des saints. Je ne confonds pas le statut de héros dans le champ politique avec saint, la sainteté. Hein? Beaucoup de nos héros sont répréhensibles sur le plan de ce que moi j'ai comme valeur. Alors, vous pensez que lorsqu'on va aborder, on débat sur nos héros, et je vais vous dire, il a fait tel truc à tel niveau, pour moi, selon mes convictions, ça ne m'arrange pas, et je ne lui donne pas, je ne lui confère pas l'épaisseur que vous voulez lui confier. Ça doit faire de moi quelqu'un qu'on doit jeter à la vindicte populaire. C'est de ça qu'il est question. Je veux qu'on apprenne à être pondéré, et qu'on règle les problèmes par la parole, par la discussion. Un homme sage, un homme philosophe, et ça commence vraiment à nous manquer. Ce que je vois du Cameroun, c'est lamentable. Merci. Merci à l'aide. Donc, Pierre Blériot-Niamek, je vous passe également la parole pour votre intervention. Lorsque vous avez suivi le ministre Jean de Dieu Momo revenir sur ces paroles, moi j'insiste dessus, hein, parce que tout est parti de là, cette affaire de bandits. Momo l'a dit en 2020. Parce que c'est là le creux du problème. Que Elimbi Lobé a traité Ernest Ouandji de bandit. Momo l'a dit en 2020. Pourquoi Momo n'a pas également été pourchassé à la même hauteur que Elimbi Lobé? Première question. Deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas vraiment des éléments à bien fouiller dans cette affaire? Bon, je vais commencer par un bout qui ne tient pas forcément. J'étais à Douala récemment et Célestin Diamène allait à la convention du parti de Jean de Dieu Momo. Il y a moins de 6 mois. Célestin Diamène ne savait pas que Momo avait dit que Ernest Ouandji était un bandit. Il a dit qu'il va porter plainte. Diamène commence donc d'abord par porter plainte à Momo. Et avant de porter plainte à Info TV, c'est ce que je veux dire. Moi, je suis petit-fils de nationaliste. Parfait, si vous arrivez dans le village de Ruben Oumniobé, les gens n'ont pas la même... Tout le monde n'a pas la même perception de Oumniobé. Vous comprenez ça? Je vous comprends très bien. Quand Oumniobé est en brousse, il y a des gens qui sont chargés de ravitailler les maquis. Il y a des gens qui collaborent avec les Blancs, qui ne veulent pas collaborer avec l'UPC. Ceux-là, on les appelle les cocons, c'est-à-dire les traîtres. C'est ce que Jean de Dieu Momo appelle les fingons. Il est arrivé que l'armée de libération du Cameroun aille s'attaquer à ces familles et les décime. Vous comprenez ça? Je comprends. Ça s'est produit. Alors, l'histoire est une question de perception. Celui dont le père et la mère ont été tués par l'armée de libération, lui va dire que vos gens sont des héros. Si mon père a été tué parce que vous l'avez appelé fingon ou cocon, pour moi, votre Oumniobé est héros. Non, pour moi, il ne l'est pas. C'est une affaire de perception. Celui qui subit une chose, actuellement, si vous allez dans le Nozo, il y a des gens qui vont vous dire que Fid Macha est un héros. Tout à fait. Qu'il veut libérer le Nozo. Nous appelons Fid Macha comment? Terroriste. C'est pas ça? Tout à fait. Demain, lors d'une réconciliation de tout le Cameroun sur la question du Nozo, un chef d'État peut décider de réhabiliter Fid Macha.
on peut se dire que les anglophones avaient de bonnes raisons de se fâcher, même s'ils sont allés trop loin. Dans un décret de réhabilitation, les générations qui viendront ne sauront pas comment nous on percevait Fid Machar. On dira de Fid Machar à cette époque-là qu'il était un héros national. Et les générations-là. Si quelqu'un leur rappelle que Fid Machar était un terroriste, qu'est-ce qu'ils vont dire de celui-là? Ce que je veux dire, c'est que nos ressentis ne doivent pas prendre le dessus. Que quelqu'un perçoive, c'est le docteur Achinko qui disait, pour un enfant, sa mère peut être une héroïne, une femme d'une gentillesse extraordinaire. Un modèle. Pendant qu'elle martyrise son père, votre père peut vous dire que votre maman est le diable incarné. Tout à fait. Pendant que vous pensez que maman est un ange. Chacun vit la relation à l'autre à sa manière. Ce qu'il faut dire en tout état de cause, c'est de garder la ligne rouge. Je veux dire à tous ceux qui pensent à franchir cette ligne, c'est-à-dire à passer à l'acte en assassinant les gens, du fait de leurs opinions qu'on peut contester. Moi ici, j'avais contesté le fait que Elimbi Lobe a dit que Wandi était un bandit. Moi, ma perception de Wandi, c'est qu'il n'est pas un bandit. La perception de Elimbi Lobe, c'est qu'il est un bandit. Mais cela ne m'autorise pas à envisager d'éliminer Elimbi Lobe. C'est absurde, c'est terrible. Les Ivoiriens disent, palabre qui est là, tu sais quand ça commence, tu sais pas quand ça finit. Évitons d'agiter ce genre de choses. J'ai vu une télévision qui fait toutes ses émissions sur Elimbi Lobe et sur Info TV ces jours-ci. Lorsque on a parlé de cette tentative d'agression de Elimbi Lobe, cette télévision n'a pas cru bon de relayer et de condamner cela, estimant que si Elimbi Lobe meurt entre-temps, ça fait les bonnes affaires. Faites attention, hein. Faites bien attention. Nous tous, nous devons faire attention. Nous agitons trop de mauvaises choses, de choses dangereuses. Ces choses qu'on agite là comme ça et autres. Moi, je pense que restons dans le débat. Celui qui n'est plus capable, le président de la République nous a dit, débattons, ne combattons pas. Quand quelqu'un ouvre la bouche et dit, le pouvoir reptilien de Yaoundé, pour les enfants qui ne comprennent pas bien français, ça veut dire que Biya est un reptile. Ça ne veut pas dire autre chose. Quand tu dis le pouvoir reptilien de Yaoundé, ça veut dire que tu dis que Paul Biya est un reptile. Il y a plus grave d'injure que ça. Paul Biya est au pouvoir. Il y a même la mystique du substantif et c'est plus grave. Paul Biya est au pouvoir avec tous les pouvoirs. Tu finis ton émission, tu rentres. Mais pourquoi nous voulons d'un Cameroun où les gens doivent commencer à dire, dès que je vais dire ceci, on va me tuer, Le premier à ouvrir la boîte de Pandore ne sera pas capable de la fermer. Il faut que ça s'entende comme ça. Une fois que la boîte de Pandore sera ouverte, on ne sait pas dans quel sens ça ira. Il faut que nous travaillions tous à ne pas franchir cette ligne. Merci Pierre Blériot-Niamek. C'est ce qu'il fallait dire pour l'instant ce matin concernant notre dénonciation et en ce qui nous concerne. Beaucoup de courage à Elimbi Lobe et à sa famille. Soutien total à Elimbi Lobe. Nous reviendrons en grande nature ce dimanche sur cette folle polémique concernant Monsieur Ernest Wandji. Je vous dis, deux écoles vont s'affronter sur ce plateau entre ceux qui pensent que Ernest Wandji n'a rien à se reprocher, c'était un véritable nationaliste, un héros, et ceux qui ont des choses à dire sur Ernest Wandji, ça deviendra déjà un sujet dont la scientificité devrait faire. Nous sommes mercredi diaspora. La problématique est simple ce matin. Nous allons interroger les relations que l'État a avec sa diaspora. Les relations que l'État du Cameroun entretient justement avec sa diaspora. Beaucoup pensent que ces relations, depuis quelques années, sont de plus en plus conflictuelles. Et si c'est le cas, on essaiera de comprendre pourquoi et probablement également proposer quelques esquisses de solutions. Alain Douk, avez-vous l'impression que les relations entre l'État du Cameroun et sa diaspora sont au beau fixe? Oh là là, je pense qu'on ne peut pas dire ça dans le cas du Cameroun. S'il y a des efforts
là, chacun à sa guise pourra apprécier comme il entend. Ce qu'on veut bien comprendre par effort pour harmoniser les rapports entre l'État du Cameroun et sa diaspora, on devra reconnaître qu'il y a énormément de manquements. Énormément de manquements. Donc, vous le savez par exemple, je l'ai toujours dit sur ce plateau, on ne peut pas concevoir un rapport entre ces intelligences de l'étranger, ces compétences de l'étranger, ces énergies de l'étranger et la terre natale sans envisager une espèce d'ingénierie qui permette en réalité, par rapport à notre retard sur le développement, ces gens de l'autre côté, soit nos yeux, soit notre langue, soit même dans une certaine mesure, nos mains et notre intelligence, j'aime le mot, pour acquérir un certain nombre d'informations, pour acquérir un certain nombre de technologies, pour acquérir un certain nombre de choses, de compétences qui doivent servir prioritairement au développement de la terre natale. Mais pour ce faire, il faut que les rapports entre les deux entités soient harmonieuses. Le sont-elles? Vous savez, toutes les grandes nations du monde ont recours à cette intelligence pour se développer. Ils envoient leurs citoyens à l'étranger voler le savoir. Oui, la Chine l'a fait, le Japon l'a fait. Ça n'arrête pas de se faire, monsieur. Et je peux vous dire que même dans l'intelligence d'une nation telle que les États-Unis, lorsqu'il y a des États-Unis qui se retrouvent de l'autre côté en Chine, parce qu'il faut relever que les migrations se font dans les deux sens, et les deux nations se tiennent d'ailleurs, vous le savez très bien, dans une espèce de compétition où on se respecte. La Chine, par exemple, détient le plus grand nombre de bons du trésor des Américains. Les gens ne savent pas ça. C'est le plus grand créancier des États-Unis. Même de l'autre côté, quand les Américains envoient, je suis sûr qu'ils réfléchissent dans le sens de la prospective et de l'intelligence pour rattraper un certain retard déjà qui commence à accumuler sur la Chine, notamment en ce qui concerne l'industrie, par exemple, automobile. Et dans bien d'autres domaines de l'économie numérique. Donc, c'est de ça qu'il est question. Est-ce que nous le faisons? On a déjà établi une espèce de rift entre les nationaux, entre la nation, l'État, et puis ceux des nôtres qui sont de l'autre côté. Par exemple, vous le savez, je le dis toujours ici, quand déjà vous dites à un concitoyen qui a immigré que lorsqu'il doit revenir en terre natale, quelqu'un que vous devriez considérer en termes triviaux, comme pour parler au quartier, là, je sais pas, comme un chargé de mission, entre guillemets, lorsqu'il doit revenir au niveau du pays, vous dites qu'il est tenu de payer une somme et qui n'est même pas une bagatelle en termes de visa pour revenir au pays. Ça, j'ai toujours dit qu'il n'a plus la nationalité. En réalité, sur le plan de la sémiotique, puisque nous sommes dans la communication, sur le plan de la symbolique et de la sémiotique, vous avez orchestré une espèce de fracture. Vous lui dites que, quelque part, il n'est plus autant national que ça. Hein? Quelque part, vous avez signifié une espèce de rupture. Et je dis, c'est dommageable et on le voit chaque jour. Les nations qui ont compris qu'il ne fallait pas en arriver là, on voit exactement comment ils utilisent leur diaspora pour impulser le développement chez eux. Et on a des exemples africains qui vont dans le sens d'utiliser et de dynamiser leur diaspora, lui consacrer une place majeure dans la gouvernance pour qu'elle ait son mot à dire et pour qu'elle porte au développement du pays. Merci Alain Douk. Eric Achinko, nous avons fait un petit tour pour ce qui est de la recherche pour étudier rapidement certaines autres diasporas. Je voudrais beaucoup plus parler de la diaspora de l'Afrique de l'Ouest. Lorsque vous prenez les pays comme le Sénégal, vous prenez les pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, et j'en oublie certainement, le Mali, vous avez la nette impression que de ce côté, il y a une sorte de fusion, il y a une sorte d'harmonie entre ces diasporas et leurs États. Alors, quel est le secret? Pourquoi, au niveau de la diaspora camerounaise, nous avons l'impression, je dis bien que ce n'est qu'une impression, que les relations sont un tout petit peu tendues? Disons que les relations ne sont pas totalement tendues. J'ai la chance d'avoir été de la diaspora lorsque j'étais plus jeune en tant qu'étudiant. La diaspora camerounaise est constituée de deux
catégories. Oui. La première catégorie, c'est la catégorie estudiantine, c'est-à-dire c'est des étudiants qui y vont et dans la plupart des cas, ils bénéficient de l'accompagnement de l'État du Cameroun par le biais, par exemple, du ministère de l'enseignement supérieur qui leur octroie des bourses d'accompagnement. C'est-à-dire, ça peut être, par exemple, des États qui leur ont donné des bourses, mais de toutes les manières, il y a le suivi des étudiants par le ministère de l'enseignement supérieur. Et ça, c'est salutaire. Maintenant, de l'autre côté, vous avez une autre catégorie dans la diaspora, c'est la catégorie dite professionnelle. Des gens qui sont allés par moment par leurs propres moyens. Et pour chercher un emploi. Pour chercher un emploi, ils y travaillent. Et au sein de cette catégorie, on peut également retrouver des anciens étudiants. Et ils ont étudié et ils ont gagné le monde professionnel. Maintenant, vous avez dans cette même catégorie, la marmaille, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de niveau, ils n'ont pas été à l'école, c'est des plongeurs, c'est des gens qui se cherchent. C'est cette catégorie qui pose donc beaucoup de problèmes à l'État du Cameroun. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas un emploi, lorsque le chef de l'État y va, on le voit souvent, il va à Genève, vous allez voir une catégorie de personnes qui vont camper à l'hôtel, devant l'hôtel du chef de l'État. En Europe, ça va vite, les gens travaillent. Si vous ne travaillez pas, vous n'aurez rien. Mais comment se fait-il que cette catégorie de la diaspora se retrouve en train de camper pendant un mois? Ils font quoi? Ça veut dire que c'est de la racaille en réalité. Le mot n'est pas fort. Ça veut dire que c'est de la racaille. C'est des gens... Ça peut te valoir c'est des gens qui... l'obéisme. En réalité, nous pensons. Moi, j'ai fait la diaspora. Oui. J'ai été de la diaspora. Donc, vous savez de quoi vous parlez. Je sais de quoi je parle. Et on se regarde en face. Au sein de cette diaspora, de cette même diaspora, il y a des fémans. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont sortis du Cameroun. Donc, des bandits. C'est des bandits. Ah bon, avant, utilisons un autre mot. Hein. C'est des bandits en réalité. Non, je préfère ne plus utiliser le mot bandit. Moi, je dis bandit. Non, le mot bandit n'est plus bien. Je dis bandit. Ne parlez plus de bandit sur ce plateau. Je mesure, je dis c'est des bandits. Disons des voyous. C'est des bandits. C'est des bandits qui vont faire de la monnaie. C'est-à-dire, ils fabriquent des faux dollars, ils font... C'est connu. Tout à fait. Et quand ils reviennent avec ils sont économiquement forts. C'est-à-dire, leur économie, ils volent là-bas pour venir investir au Cameroun. Ah, vous êtes brutal, hein? Ils volent là-bas, ils arnaquent pour venir... Moi, je vous dis la vérité. Hein. Les gens, ils ont des bars, les hôtels, les machins, trucs. Si vous recherchez, c'est de blanchissement d'argent. Ça, là, c'est connu. Donc, c'est cette catégorie de la diaspora, des membres de la diaspora qui sont en conflit. Donc, vous avez catégorisé la diaspora. Elle est catégorisée. Vous avez dit, il y a une première catégorie, ce sont des jeunes qui sont allés pour poursuivre leurs études, les étudiants. Vous avez dit, il y a une autre catégorie, ceux qui sont allés pour trouver un emploi. Et dans cette catégorie, il y en a qui sont allés poursuivre leurs études. À la fin de leurs études, ils ont eu un emploi là-bas. C'est des élites. Maintenant, vous avez une troisième catégorie. C'est-à-dire que ceux-là qui ne sont pas allés à l'école et qui sont dans des petits métiers, d'autres qui n'en ont même pas. Et c'est cette catégorie-là, selon vous, qui crée le plus de problèmes? C'est justement elle qui crée le plus de problèmes parce que, voyez-vous, comme je l'ai dit, ils pensent qu'ils peuvent transformer le Cameroun à leur vitesse. Et ils portent les combats des Camerounais, de ceux qui sont au Cameroun, comme si ceux qui étaient au Cameroun n'avaient pas de voix. Ils s'érigent en la bouche des Camerounais. Ça, c'est une catégorie. Et il y a maintenant le fait que ceux qui font dans la politique, la catégorie politicienne de la diaspora, ne retrouvent pas le réconfort de l'État parce que l'État doit trouver des mécanismes pour les accompagner. Et depuis toujours, à une certaine époque, pour faire un passeport, quand on était vous êtes de la diaspora, pour faire un passeport, il fallait rentrer dans votre pays, c'était suffisamment compliqué, mais aujourd'hui l'État fait des efforts. Mais sauf que lorsque vous prenez par exemple, même je prends un parti politique, le RDPC, il y a les gars de la diaspora qui font la force du RDPC dans la diaspora, mais quelle est par exemple leur place au sein de ces instances politiques au Cameroun?
est-ce que leurs efforts là-bas sont reconnus au Cameroun? Pourquoi ne même pas créer, par exemple, tout un département qui accompagne la diaspora dans l'investissement, dans leurs aspirations politiques aussi? Pierre Blériot-Niemek, lorsque nous parlons de ces relations entre l'État du Cameroun et sa diaspora, n'avez-vous pas l'impression que chaque parti devrait honnêtement, souligner honnêtement, jouer sa partition? Alors, l'État du Cameroun a mal en sa diaspora. Il y a des relations conflictuelles qui ont été entretenues. Des quiproquos, des malentendus doublement entendus. Les gens n'ont pas parlé avec une certaine franchise. Il faut dire que la loi qui interdit la double nationalité avait été prise dans un contexte particulier. Tout à fait. Aujourd'hui, le contexte a changé. La loi est demeurée. Mais d'autres éléments nouveaux se sont aussi introduits. On a aujourd'hui, comme on le disait, parlant d'autres sujets, une forme de diaspora qui se radicalise, qui donne l'impression qu'elle veut jeter dans la violence. Et j'ai le sentiment donc que cette forme de diaspora ne facilite pas l'émergence de nouveaux rapports entre l'État et la diaspora. En tout état de cause, la diaspora est constituée des enfants du Cameroun qui doivent avoir tous vocation à venir dans leur pays ou à revenir. On n'est jamais mieux logé que chez soi-même. Il faudrait donc redéfinir un cadre de concertation avec la diaspora. Je ne veux pas parler des gens qui sont allés en Europe et qui n'ont pas la possibilité de se manifester. Parce que ça aussi, c'est autre chose. Il y a des gens en Europe qui ne peuvent pas apparaître en journée. Comment ça? Oui, si vous êtes au noir, oui, ce sont des sorciers? Oui, bien sûr. Si vous êtes dans une situation difficile, vous devez vivre au noir, au cachot. C'est difficile d'entretenir des relations avec vous dans ce sens. C'est pour cela que moi, je ne suis pas d'accord avec une certaine forme d'immigration clandestine. Il ne faut pas seulement partir pour partir. Vous n'êtes pas attendu souvent là où vous partez. Du côté de l'État du Cameroun, arrêtez de regarder vos enfants comme des adversaires. Surtout du point de vue des calculs politiciens. Non. Vous finirez par lâcher le pouvoir que vous avez. Créer des conditions qui fassent en sorte que cette diaspora se sente à l'aise. Vous savez, quand on a eu plusieurs dénonciations ici, où des membres de la diaspora voulant investir au pays ont été obligés de s'appuyer sur des membres de famille parce qu'ils avaient... Et finalement, ils ont été roulés. Voilà. Vous n'avez par exemple pas de carte nationale camerounaise parce que vous êtes déjà qui américain, qui espagnol, ainsi de suite. Et nos frères camerounais, sachant cela, leur font ça dur quelquefois. Nous sommes l'un des derniers pays à maintenir une loi obsolète. Le monde doit se transformer en un véritable lieu de circulation. Si nos frères ne sont pas attendus là où ils vont, on ne peut pas en revanche leur fermer les portes de là où ils viennent. Mais on ne ferme jamais les portes à leur argent, ce qui est quand même terrible. C'est-à-dire que tout le monde vous dira le même discours, qu'ils envoient, qu'ils viennent investir. Mais ils viennent avec quelle garantie? Donc, il faudrait que ces relations se pacifient de toutes les façons. Il faudrait donc que ces relations se pacifient de toutes les façons. Alain Douk, cette diaspora, de temps en temps, estime effectivement qu'il n'y a pas un certain nombre de facilités. Blériot en parlait déjà tout à l'heure par rapport à certains blocages. On parle de cette éternelle affaire de double nationalité. Maintenant, est-ce que cette diaspora montre également du même dynamisme lorsque nous prenons, je parlais tout à l'heure des pays de l'Afrique de l'Ouest, est-ce que notre diaspora montre du même dynamisme que les autres? Vous savez,
Vraiment, en matière de dynamisme, le peuple camerounais est dynamique. Je n'ai même pas besoin de parler de sa diaspora. Je le vois tous les jours ici au quotidien. Je vois les bravades qui s'imposent parfois même pour immigrer dans des conditions les plus austères. Ils y parviennent parfois. Et là-bas, de l'autre côté, ils arrivent à s'imposer. S'imposer intellectuellement, s'imposer dans la créativité, s'imposer même physiquement, s'imposer dans des petites activités industrieuses. Je dis, c'est un grand peuple. Quand je vois son énergie, son dynamisme. Notre peuple n'a absolument rien à envier à un quelconque peuple. C'est-à-dire que ceux de l'Afrique de l'Ouest qu'on aime souvent citer, oui, le Nigeria, le Ghana, le Ghana, non. Si c'est l'énergie, si c'est l'intelligence, nous avons ce qu'il faut. Mais parfois, on n'arrive pas à manager. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver la belle formule pour manager, canaliser les énergies camerounaises de façon à en produire la productivité optimale. C'est ça le problème. Vous voyez déjà, si vous voulez profiter de votre diaspora, donnez-lui un statut. Ne lui donnez pas de porter le manteau de la frustration ou du rejet. Ça, c'est d'un. Maintenant, créez des ponts, créez de la stabilité, créez de la continuité dans vos rapports avec eux. Parce que c'est vous de l'autre côté. Il faut qu'ils ressentent que véritablement, il y a cette continuité. C'est-à-dire que le fait d'être parti n'a pas rompu le cordon ombilical. Ça donne des assurances. Parce que d'ici déjà, je me sens rejeté. Même quand il faut investir de mon argent, je dis, ben, si déjà moi, en tant que personne, j'ai l'impression que je ne suis pas accepté pour ce que je suis, est-ce que c'est mon argent véritablement qui pourra produire effectivement ce qui est attendu? On commence à avoir des doutes. Or, de l'autre côté, on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus dynamiques parce que la problématique ne se pose pas. Là-bas, il y a toute une organisation dans la gouvernance pour gérer les rapports entre l'État, ceux qui sont restés, les nationaux et eux. Ils se sont pleinement acceptés. La problématique de la double nationalité ne se pose pas. Ils ont des garanties lorsqu'ils doivent investir. Ils peuvent le faire librement puisqu'ils sont tout simplement un citoyen qui a immigré, mais qui, lorsqu'il doit investir, ne rencontre pas de problème particulier. Dans notre économie, l'économie de nos rapports avec ceux de notre diaspora, ce n'est pas ça. Il se pose d'abord la question, est-ce que je suis même encore pleinement camerounais? Mon argent, lorsque vous arrivez, il va investir dans un état totalement kafkaïen en raison de la corruption. Il ne se retrouve même pas. Il pense vouloir amener sa pierre à l'édification de l'édifice national et se rend compte que ici on veut tel pot de vin, ici on demande si, on crée des goulots, on crée des pesanteurs. Au point où parfois certains viennent, ils étaient motivés, ils sont découragés. Ils rentrent totalement essorés et ils ont une mauvaise expérience de leur rapport avec le pays. Quand ils sortent, ils disent restez même avec votre histoire là et tout. Très bien. Je pense que je vais m'en tenir à la nationalité que j'ai de l'autre côté. Merci. Et ça crée des frustrations et lorsqu'ils sont de l'autre côté, le temps change. Et parfois, on commence à devenir un tout petit peu amer de tout ce qu'on a vécu et on ne voit que le mauvais côté des choses par rapport au pays. Merci à Alain-Do, que nous allons lire quelques messages, comme vous pouvez l'imaginer, pluie de messages, comme d'habitude. Je pars d'abord au 225, c'est la Côte d'Ivoire. Bonjour, Monsieur Parfait, ici et à tout le panel. Merci pour tout le boulot que vous abattez. En ce qui concerne la dénonciation du jour, je crois qu'il faille que les Camerounais aillent se faire une cure d'esprit et un exorcisme profond pour qu'ils recouvrent leur bon fonctionnement intelligible. Il faut que nous soyons équilibrés et honnêtes envers nous-mêmes et les autres. On va leur dire ce que nous pensons matin, midi, soir. S'ils refusent que Ernest Ouandié était bandit, alors ce sont eux des bandits. Ceux qui vont agresser Elimbi Lobé sont également des bandits. Donc, moi, je commence par les appeler bandits au carré. Je vais même encore dire entre Paul Biya et Ernest Ouandié que cela... Je saute. Que ceux qui agressent les gens viennent donc m'agresser pour la cause des deux et non d'un seul sans sélectionner. Qui s'indigne de l'insulte à l'égard d'Ernest Ouandié doit naturellement, par syllogisme déduction, de l'insulte à l'égard de Paul Biya. Je veux dire que quand on s'indigne pour tout du même type, de la même nature, sans sélectionner ou discriminer. Ce genre de violence de cela est juste une incapacité à s'assumer et ne vont pas transformer ce Cameroun
Cameroun en pandémonium. Celui qui est fatigué n'a qu'à partir au Canada dans la neige de 6 mois et insulter la nature là-bas. Beaucoup de courage à ceux qui sont sur place et combattent pour la construction. Monsieur Aïssi, Monsieur Douk, Monsieur Guémec, je compte sur vous pour éduquer notre peuple, moi-même y compris. Dites au président son excellence Paul Biya que je l'accuse d'être trop gentil. Il faut qu'il me fouette tous ces Camerounais impies sociaux. Je vais accrocher à ma contribution ce matin un petit avis sur l'ambiance de votre travail. En tant qu'acteur de l'audiovisuel, je voudrais dénoncer dans un cadre constructif votre... D'accord, là je saute, hein. Je vais bien croire, d'accord. Alors, c'est donc Owen Agile qui est cinéaste. Il envoie ce message à partir de la Côte d'Ivoire. Bonjour les démineurs de ce matin. Merci pour cette dénonciation portée sur les propos de monsieur Elimbi Lobé dimanche passé. Pardon. Je souscris entièrement à l'analyse de M. Blériot-Niémec pour dire que la problématique de la construction mémorielle dépend de quel bord où on se trouve. Pour mon mémoire de master sur le thème onomastique et esthétique mnémotechnique dans les maquisards de Hemley Boom. Pardon. Bien que ce soit dans le domaine de la littérature, j'ai voulu rencontrer certaines figures ayant connu la période de maquis en pays Bassa. J'ai été surprise qu'un aîné me dise que monsieur Yetna Leba, celui qui a sévi la terreur chez les Babimbi en tuant même les femmes qui venaient de lui servir à manger, était un nationaliste. C'est pour dire que celui qui a été victime de ce monsieur ne pourra jamais le considéré comme tel. Pour finir, j'invite les Camerounais à éviter de s'attarder sur ce qui peut nous diviser, car nous devons plus nous pencher sur ce qui peut relever de façon optimale au Cameroun, où chacun dans son domaine sera à l'aise. C'est Anne depuis Douala qui envoie ce message. Autre préoccupation ce matin, je pars au plus 33. Il s'agit de la France. Alors, le message est tellement long, hein. Bonjour la Dream Team, nous sommes un jeune État, nous devons encourager et promouvoir les discours consolidant ce sentiment d'appartenir à une même nation. L'histoire, comme on le dit, est écrite par les vainqueurs. L'ANC et Nelson Mandela ont été traités de terroristes avant la fin de l'apartheid. Si les nationalistes de l'UPC avaient gagné, l'histoire devait s'écrire autrement. C'est Landry Nkodo qui envoie ce message à partir de la France. Repartons pour un autre téléspectateur de la France. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour à toi parfait et aux amis et frères sur le plateau. Il nous faut distinguer le problème de fond et le fond du problème dans cette polémique. En premier lieu, on a des individus comme l'homme qui cherche sa part. Il s'agit de la part, suivez mon regard, qui sont hostiles aux remarques, qui exposent négativement les frais du village. Faudrait-il rappeler que le submentionné est en quête de notoriété et visibilité. Même sa petite sœur n'est pas dans son parti. C'est un redoutable gambiste. Il faut juste examiner ses migrations et trajectoires politiques qui ne sont appuyées sur aucune ligne idéologique. Ensuite, le problème de fond est que beaucoup n'acceptent pas la contradiction comme l'a signalé Alain. Lorsqu'on regarde tout ceci, on est obligé de reconnaître la grandeur du président Biya Bimvondo que la chaîne bleue et la basse saccagent tous les jours. Cette polémique fait bien des heureux comme notre jongleur politique qui va d'à part. C'est Fabio Tama à partir de la France qui envoie cette préoccupation. Allons du côté du 213. Il s'agit de l'Algérie. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour perfecto, le Ernest Wangier de la modération. Le gars de l'Algérie, c'est très fort.
Et Ablerio Niemek, le wambo le courant de l'analyse. Le quoi? Le wambo le courant, c'était également wambo le courant, c'était également un personnage de la lutte, wambo le courant. Alors, franchement, on peut être considéré comme héros d'un peuple et bandit chez un autre peuple. C'est quelque chose d'inévitable. Même dans la Bible, Pharaon est considéré comme grand bandit chez les Juifs, mais comme héros aux yeux de son peuple. Et Moïse lui-même était considéré comme héros aux yeux des Juifs, mais bandit aux yeux du peuple de Pharaon. Aucun peuple ne peut grandir et s'élever mystiquement, spirituellement, matériellement et financièrement s'il insulte ses héros. Pour que le Cameroun soit délivré, il faudra instaurer un grand jour pour des deuils nationaux en hommage à nos héros. Nous avons vu Ernest Ouangé très proche de Félix Moumié. Il a pris rapidement l'avion pour aller l'assister à l'hôpital en Suisse. Nous l'avons vu très proche de Oumiobe, de Osende Afana, de Abel Kingé. Ils marchaient ensemble et mangeaient ensemble, dormaient ensemble. Certaines sources disent même qu'ils ont un pacte de Ongwati et ont bu le Kadi pour faire un pacte dans lequel il est dit personne ne trahira son camarade de lutte. Alors, si Ernest Ouangé est un bandit, Oumiobe Osende Afana et Félix Moumié étaient donc quoi? Célébrons nos martyrs. Au Burkina Faso, si quelqu'un essaie de dire que Sankara est un bandit, la population va le lyncher sur le champ. Cette version qui traite nos héros de bandits est une version des colons. Et comme le disait Sékou Touré, si les colons traitent un homme de bandit, sachez que c'est un héros. Et s'ils traitent un homme de héros, sachez que c'était un bandit. Merci à notre ami de l'Algérie. Sauf que là, c'est une affaire camerouno-camerounaise du rapport avec le colon. C'est beau. Et je dis, même si ça se fait au Burkina, moi je dis que je suis contre. C'est-à-dire que ça se fait peut-être aujourd'hui au Burkina. Sous Blaise Compaoré, on traitait que Sankara de bandit. Voilà. Ouais. Donc, et il faut être ouvert d'esprit. Moi, les extrémistes... Autre message, bonjour à vous sur le plateau. Le problème qui existe entre l'État et la diaspora vient du caractère despotique et de cet État. Étant donné que même une simple manifestation pacifique soit interdite au Cameroun, ceux qui sont à l'extérieur se disent qu'ils ne craignent rien en revendiquant à distance. La question de la double nationalité n'est pas le problème, mais le mode de gouvernance doit changer. C'est Arnaud Doudja qui envoie ce message. Nous allons lire peut-être 3 dernières préoccupations. Je vous amène à présent au plus 39, c'est l'Italie. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour Perfecto et au panel. Évitez de faire que... Bon, alors là, je vais sauter, mon ami Ndobo de l'Italie, je vais sauter. Alors, on prend un autre message très rapidement. Bonjour à vous sur le plateau. Le problème qui existe entre l'État et la diaspora vient du caractère... Bon, on avait lu ce message. Prenons celui-ci. Bonjour à vous sur le panel. S'il te plaît, parfait. Évitons le mot bandit sur le plateau. On a déjà assez de problèmes comme ça. Sans espace miné, je ne saurais quoi faire entre 10h et 11h52. Ah, elle soupçonne déjà qu'on peut arrêter espace miné. Donc, elle nous supplie de ne plus parler de bandits sur le plateau. Parce que les bandits peuvent venir ici. Non, cherchons donc des synonymes de bandits. Blériot, tu vas nous m'aider. On peut avoir voyou, on peut avoir féman, on peut avoir Gouja. On peut avoir malhonnête, on peut avoir... Pas encore avoir quoi? Vous avez parlé d'autres langues, en éton. Les étons disent Donc, évitez maintenant le mot bandit, je vous le suggère. Allons encore du côté du plus 33. C'est un téléspectateur de la France. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, ma position sur la sortie, je pense que ça c'est...
Alors, lisons. Ma position sur la sortie de M. Abel Elimbi Lobé expliquait terre à terre. L'histoire n'a pas une seule vérité. Ce qui est héroïque pour certains peut être douloureux pour d'autres, selon leur vécu. Par exemple, Louis XIV est vu comme un grand roi en France, mais son rôle dans l'esclavage le rend odieux pour beaucoup. Mandela est un héros pour les anti-apartheid, mais certains blancs conservateurs le critiquent. Jésus est sacré pour les chrétiens, mais insignifiant pour d'autres cultures. Au Cameroun, Ernest Ouandjé, célébré comme un héros de l'indépendance, est critiqué par des autochtones du Mongo. Durant la lutte anticoloniale, des membres du groupe armé de son mouvement, l'UPC, ont commis des violences, des vols de terre, assassinats contre des populations locales. Pour les victimes et leurs descendants, le glorifié revient à oublier ses souffrances. Un arrêté ministériel de l'époque a d'ailleurs reconnu ces injustices en bloquant l'accaparement des terres. Exprimer cette douleur n'est pas un crime, mais un droit. Abel Elimbi Lobé, originaire du Mongo, en critiquant Ouandjé, rappelle que l'histoire doit écouter toutes les voix, pas seulement celle des vainqueurs. Une société juste accepte que des mémoires différentes coexistent sans forcer tout le monde à adorer les mêmes héros. En bref, les héros dépendent du point de vue culturel et historique. Les mouvements de libération peuvent parfois causer des souffrances locales. Reconnaître les victimes n'efface pas l'histoire, mais la rend plus honnête. En conclusion, pas d'excuses publiques de la part d'Abel Elimbi Lobé, ni d'amende honorable. Il y a quelque chose qui retient mon attention, c'est l'expression « adorer les héros ». Dès qu'on est dans le culte même des héros, je dis « moi je suis plus là ». Merci. On passe rapidement encore la parole à Eric Achinko pour naturellement pour le dernier tour de prise de parole sur ce plateau. Que faire pour que la diaspora camerounaise et son État puissent désormais regarder non pas dans les yeux, mais dans la même direction? En réalité, c'est l'État qui crée les conditions de vie pour tout le monde. L'environnement favorable pour l'épanouissement de l'ensemble des citoyens. Il revient donc justement à l'État de créer un environnement sain, propice, parce que la diaspora en réalité est une force. Au-delà de la catégorisation, et même en prenant en compte cette catégorisation, on va se rendre compte que l'ensemble de ces catégories, qui sont d'ailleurs des Camerounais, ont énormément à donner. Au quotidien, cette diaspora nous accompagne, elle accompagne les Camerounais. Mais malheureusement, l'environnement des affaires n'est pas propice. Quand ces Camerounais-là reviennent après 20 années à l'étranger, vraiment, se faire les pièces les plus basiques que tout Camerounais devrait avoir leur pose énormément de problèmes. Donc l'État doit prendre en compte les aspirations de cette catégorie. C'est-à-dire l'État a le devoir. Et comme l'État, c'est qui? L'État, c'est nous. L'État, c'est ce policier qui est à l'immigration, qui est à l'accueil, qui doit recevoir ces Camerounais avec beaucoup de sourires. L'État, c'est justement ce monsieur de la douane, quand le Camerounais rentre avec un véhicule et autres, trouver des mécanismes pour satisfaire tout le monde. Satisfaire le peuple, satisfaire la diaspora, c'est satisfaire l'État pour construire justement ce vivre ensemble dont nous avons besoin et au sein duquel la diaspora joue un rôle important. Pierre Blériot-Niémec, nous rêvons dorénavant d'une diaspora qui doit marcher main dans la main avec son gouvernement, avec son État. Avez-vous l'impression que l'État, en l'état actuel des choses, est disponible et disposé à accorder un certain nombre de facilités à cette diaspora pour que nous construisions tous cette grande nation? La nation camerounaise est en construction et elle est fragile. Elle a besoin de tout le monde, de tous les segments. On ne peut pas se payer le luxe d'écarter une frange aussi importante. Ces enfants qui sont sortis, certains sont sortis avec notre volonté. Quand je dis notre volonté, nos parents. D'autres sont sortis par dépit. C'est-à-dire ils fuyaient. Dans tous les cas de figure, on doit les rassembler. Regardez comment les grands États font. Ils recherchent, ils identifient leur diaspora dans le monde entier. Et l'exemple le plus patent, c'est la diaspora juive.
Ah oui, n'attaquez pas un juif. N'attaquez pas un juif. Mais je veux en appeler à la diaspora camerounaise aussi. Tellement la nation est fragile que la violence physique ne peut qu'exacerber les divisions. Nous avons besoin que vous nous... Parce que nous qui combattons ici, nous sommes plus forts que vous. Hein? C'est très facile d'être, je ne sais pas, à Lausanne, en Suisse, et de faire des postes là-bas, ainsi de suite. Mais être ici et combattre ici, ne pas manger dans le même plat que... Ne pas manger aux différents râteliers, ici, c'est pas évident. Tout à fait. Donc, facilitez-nous la tâche. Nous ne sommes pas des adversaires, en tout cas pas moi. Pas ce plateau d'Info TV. Pas du tout. Qui vous accorde cet espace. Vous savez, je vous annonce comme ça, j'ai un ami de la diaspora militaire américain qui m'a appelé hier, il est au Cameroun. Il m'a dit, dis à Parfait que je dois le préciser, il est de l'Ouest. Et il me dit, je ne supporte pas Kamto. Bon, ça c'est en passant. Je veux venir dire ce que vous faites pour nous. Parce qu'aujourd'hui, quand un Américain, Camerounais américain, souffre, il va entendre les voix de son pays. Tout à fait. Et c'est sur des espaces comme Espace Miné. Bon, il y a aussi d'autres émissions, 10, 12. Bon, là-bas, c'est pas important. Mais sur Espace Miné... Merci Blériot. De toutes les façons, cette émission est consacrée à la diaspora tous les mercredis sur Info TV parce que l'objectif de cette émission est que ces Camerounais de la diaspora se sentent toujours Camerounais. Ils sont des Camerounais au même titre que ceux qui sont restés ici au pays. Nous devons tous nous mettre ensemble pour construire cette nation. Chacun devrait jouer sa partition pour que nous puissions justement fumer le calumet, toujours de la paix. Et lorsque nous avons dit cela, on dira merci à Eric Achelnkor, lui qui était de la diaspora et maintenant qui est venu se battre au pays, et il se bat plutôt bien. Et on dira également merci à Alain Douk, qui n'a aucun problème avec les Camerounais de la diaspora. Non, on peut pas voir. Je tiens trop à eux. Maintenant, Pierre Blériot, il l'a dit vraiment, il appelle tous ses frères de la diaspora à toujours rester patriotes, à toujours rester Camerounais. Et maintenant que l'État accorde des facilités à ces Camerounais de la diaspora. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30, heure du Cameroun. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs ?